Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique 1 Point C'est Vous. Notre invité ce soir est David Richer, le président de l'Association des maires. Avec lui, nous reviendrons sur la situation des communes avec des maires qui se disent débordés par les charges. Quelle perspective pour la Guyane l'an prochain alors que la France, on le sait, traverse une crise politique profonde qui a d'ailleurs amené Emmanuel Macron en début de semaine à demander l'aide des maires pour une grande concertation au travers de débats territoriaux. Et bien entendu, nous parlerons des grands dossiers de l'actualité guyanaise. Bonsoir David Richer. Bonsoir J.C. Xavier. Alors avant de rentrer dans cette actualité politique à proprement parler, un mot, cet attentat à Strasbourg qui a touché donc le territoire hier soir avec la France, encore une fois, face à la menace terroriste et cette question de la radicalisation des jeunes. Est-ce que cela vous interpelle, David Richer? Bien sûr, et ce qui est consternant, c'est que c'est encore, je dis bien encore, un fichier S qui met à l'épreuve la population française. Et j'espère que le gouvernement trouvera des solutions pour ces personnes qui sont fichées. On sait qui elles sont. Ils devaient être interpellés le matin. Donc j'espère qu'il y aura une solution rapide et efficace pour mettre ces personnes-là que l'on connaît vraiment, j'allais pas dire en cage, bien sûr que non, mais qu'on puisse vraiment avoir un œil encore plus pointueux à leur égard, parce que voilà, la France ne peut pas comme cela. Et puis aujourd'hui, on parle de Strasbourg, c'était Paris, mais vous savez, moi, je pense à ma Guyane également. On est à l'abri de rien. Les moyens sont là pour venir en Guyane. On en a, je crois, d'ailleurs, en Guyane. Donc j'espère que ceux-là même en Guyane sont bien surveillés, parce qu'on a vu encore une fois qu'un fichier S a commis un attentat. Une attaque, on le rappelle, qui a fait 12 blessés, 2 morts, dont une victime, une victime en état de mort cérébrale. Lundi, il y avait la dernière plénière à la collectivité territoriale de Guyane qui a permis aux conseillers territoriaux d'adopter la résolution du congrès du 27 novembre dernier. Alors, on va aborder bien entendu la suite désormais, mais tout de même sur ce qui a été voté. Alors finalement, il y a bien une saisine du Premier ministre d'un projet de consultation populaire en vue d'une évolution statutaire. On retient également la proposition de travailler sur une loi Guyane pour renforcer les compétences de la collectivité territoriale. Est-ce que cette résolution vous satisfait, David Richer? Écoutez, je crois que les maires, d'ailleurs, dans mon discours lors du 27 novembre, j'étais clair, je disais qu'il y avait un point, un nœud surtout, qu'il fallait dénouer. C'était bien celui-là. Et j'ai rappelé à l'Assemblée que si nous, les élus, nous demandons au gouvernement, à l'État de respecter les accords de Guyane, nous, les élus, nous devons en premier chef le respecter. Et quand vous lisez les accords, ils ont été signés par moi, mais pas que par moi, par le préfet Gégère, par le président Rodolphe Alexandre, par les parlementaires, et donc par moi, pour les maires. Il est bien écrit qu'à court terme, c'est écrit, on l'a signé, on doit assumer. Sinon, il ne fallait pas le signer, qu'à court terme, qu'on devait faire cette saisine du gouvernement pour qu'il y ait une consultation populaire. Donc c'est ce qui a été fait, je l'avais rappelé. Et je suis heureux qu'on ait pu le faire à l'unanimité. Hein. Il y a eu un vote et on l'a fait. Et en deuxième chef, c'était quoi? Parce que ce n'est pas le tout de dire qu'il faut avoir un véhicule, hein, on verra lequel, pour amener ce projet Guyane. Et c'est là où, dans les accords de Guyane, on met à moyen terme. Je crois que là aussi, il fallait à court terme qu'on puisse parler du projet Guyane, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? C'est ce projet Guyane. Et le véhicule, sincèrement, que ce soit 74, moi j'ai milité pour, 73 ou 92 ou 96, peu m'importe. Je vais revenir, sans vouloir vous interrompre, David Richer. Le contenu, pas le contenant. Sans vouloir vous interrompre, David Richer, je vais revenir sur cette question, effectivement, du projet Guyane. On sait qu'une commission ad hoc qui a également, dans la composition, a également été votée ce lundi, doit travailler à son élaboration. Mais tout de même, vous avez dit, vous êtes plutôt heureux que cette résolution ait été adoptée à l'unanimité. Non sans peine, près de 8 heures de débat, David Richer, avec cette interruption en fin de journée pour pouvoir arriver à une rédaction qui permette d'aboutir à un consensus. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il y a cette suspension de séance? Non, écoutez, je demande au président de me donner la parole et je demande une suspension de séance. Parce que les débats s'étalaient, vraiment s'étalaient dans le temps. Il se passe quoi? Vous montez dans son bureau à ce moment-là? Non, pas du tout. Je suis là face aux caméras où je demande
une intervention et je demande une suspension de séance au président pour que nous puissions prendre vraiment une résolution, qu'on puisse se mettre d'accord après quelques heures de débat. C'est ce que nous faisons, parce que c'est la demande des maires. Aujourd'hui, on a nos portables qui nous permettent d'échanger sans faire trop de bruit. Donc nous sommes montés. Évidemment, tous les maires étaient là. Nous étions 11 ou 12, même plus, je crois. La CTG, tant l'opposition que la majorité. Et nous avons convenu d'une résolution. Et c'est vrai que quand nous sommes arrivés en bas, il y a encore des pourparlers. Et pour moi, c'était négatif. Nous avions tous convenu d'une résolution. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je reprends la parole en disant, Président, enfin, je me suis exprimé à l'Assemblée en disant qu'on a trouvé un accord. Il n'est pas question maintenant de le remettre en jeu. Donc j'ai demandé à ce qu'on mette aux voix, et c'est ce qui a été fait. Et donc, voilà, heureux, je ne sais pas, mais en tous les cas, il a fallu, vous l'avez dit, beaucoup de temps pour décider que de ça, peut-être, mais en tous les cas, quand on est venu le matin, on était sûr de rien. Et je crois qu'il fallait qu'on mette chacun notre orgueil de côté, ce que j'ai fait, ce que beaucoup ont fait, pour qu'on puisse arriver à sortir quelque chose. Alors certains disent qu'on a accouché d'une souris, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on a accouché peut-être pas d'un mammouth, mais on a bossé. Et je crois qu'il fallait vraiment qu'on acte ce point de consulter la population. On l'a signé, on le fait, c'est tout. Dans cette commission ad hoc, pour revenir maintenant sur le projet de société qui est également stipulé dans les accords de Guyane, dans cette commission ad hoc, il y aura bien entendu la présence des maires, 4 maires, plus le président de l'association des maires. Ça fait 5 maires parmi les 33 membres de cette commission ad hoc. Allez-vous vous impliquer fortement dans ce processus ou alors vous avez d'autres priorités? Écoutez, j'ai toujours été présent aux commissions ad hoc, pas qu'à celle-là. Dans cette nouvelle commission, enfin une nouvelle forme de commission, bien sûr que j'y serai. On s'est donné un créneau, alors on va voir, je n'ai pas encore toutes les dates, mais même d'une fois par semaine, ça ne me dérange pas. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps d'attendre. Il n'est pas urgent d'attendre, il est urgent de faire. Et c'est ce projet que la population attend, même nous, les politiques, qu'on sache ce qu'on veut pour 2040, pour 2050, pour notre Guyane. Et dès lors, on saura à quel statut qu'il nous faudra pour mettre en application ce projet. Aujourd'hui, qui sait vraiment quel statut dont on a besoin? Ce livre blanc qui reprend un petit peu tout ce qui a été vu dans les États généraux, il faut que, action par action, et même que la population comprenne, décliner les actions du projet Guyane quand il sera établi, et de mettre le 74, qu'est-ce qu'il pourra permettre de faire sur les 100 actions? 50 actions. Le 73, il permettra de faire quoi? 40 actions. Ainsi de suite. Et dès lors, ce sera très facile d'expliquer à la population, mais voilà, finalement, ce véhicule législatif, parce que c'est rien d'autre, c'est un véhicule, nous permettra d'arriver à sortir le projet Guyane, je pense, et que tous les élus, j'espère. Combien de temps il faudra pour aboutir à ce projet Guyane? Je ne sais pas, en tous les cas. 33 membres, c'est pas rien pour une commission ad hoc. C'est pas rien, mais c'est la volonté qu'on a eue. Il faut que tout le monde puisse avoir la parole. Tout le monde, même l'opposition, un peu tout le monde. Donc il faut que, enfin j'ai l'opposition, je parle de la CTG, il faut que ce projet ne soit pas le projet, excusez-moi de le dire ainsi, de Rodolphe Alexandre. Il ne faut pas que ce soit le projet de David Richer. Il ne faut pas que ce soit le projet d'Antoine Caral, etc. C'est un projet guyanais. Donc il faut toutes les parties. 33, c'est beaucoup, mais en même temps... Vous y veillerez dans la commission que chaque parti puisse mais bien sûr, être je entendu. crois que... Mais sinon, on n'y arrivera jamais. On continue, David Richer, je le disais en introduction, la France est en crise, la crise des Gilets jaunes, les mobilisations de ces citoyens français, on va le dire, ébranlent le président Emmanuel Macron. Quelle est votre analyse de ce vent de colère? On parle d'un acte 5 maintenant. Un acte 5, pourquoi? Parce que vous avez écouté le président Macron comme moi-même, c'est vrai qu'il a concédé. Il a concédé, mais quand vous regardez, il n'a rien cédé. Ce qui se passe aujourd'hui en métropole... 100 € de plus sur les personnes... Non, j'y reviendrai SMIC, rapidement. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, les Gilets jaunes, c'est exactement ce qui s'est passé, pour ma part, en Guyane, sauf que nous, on n'a pas tout cassé. Mais aujourd'hui, le peuple français de l'Hexagone en a marre de souffrir, il en a marre d'avoir des petits salaires, et le revendique. Ça fait longtemps que ça couvait, comme ça couve également en Guyane. Nous, on a eu, pas nos Gilets jaunes, on a fait notre mouvement. Rappelez-vous, les bonnets rouges en Bretagne, ils ont tout cassé, c'est pareil. Ils ont eu leurs 2 milliards. Nous, on n'a rien cassé. Mais comme je l'ai rappelé à la ministre... C'était notre fierté, on s'en souvient, ces manifestations massives et pacifiques dans les différentes rues des villes de Guyane. On a démontré que nous étions sages. Peut-être même trop, on pourrait le dire. Mais je crois qu'on a démontré qu'on savait défiler dans une rue sans casser les vitrines. Maintenant, c'est notre ADN aussi en Guyane de vivre ensemble. Mais je l'ai rappelé à la ministre derrière moi, ça couve. Ça couve. Et je le dis souvent, la mèche allumée,
On ne sait pas quand est-ce que ça va, excusez-moi de mettre, mais je le dis exprès, ça va péter. Mais je crois qu'aujourd'hui, tous les indicateurs sont encore au rouge. Et j'ai bien dit, pas dans mon discours, nous avons une réunion de travail avec les présidents des autres collectivités des Outre-mer, lui dire qu'en Guyane, tout ne va pas bien. Même si les accords de Guyane s'amorcent, etc., ça ne va pas assez vite. Donc aujourd'hui, la main tendue dont vous parlez du président, d'ailleurs, une missive sera, enfin un courrier, pardon, lui sera adressé demain de la part de l'association des maires, puisqu'il veut rencontrer les maires. Pour lui dire quoi? Je rappelle déjà qu'il y a 1 an, 2 ans, ça a été compliqué pour nous les maires, j'ai dû monter au créneau, rappelez-vous, pour que Monsieur le Président de la République puisse rencontrer l'ensemble des maires, puisque nous n'étions pas à son programme. D'ailleurs, vous l'avez vu, nous sommes rendus au Congrès des maires, donc il n'est pas venu au Congrès des maires. Maintenant, il se rend compte, je crois qu'il a fait son maire. Il a invité l'ensemble des maires à l'Élysée. Oui, mais il n'est pas venu, comme il avait promis, 2024. C'est ce qu'il a annoncé. Oui, c'est ça. J'y étais. Nous y étions quelques maires de Guyane également. Mais il dit vouloir aller au contact des maires qui sont en première ligne. C'est pour ça que je lui fais un courrier. Mais on est en première ligne, mais tout le monde le sait. Le président Macron, il est protégé dans sa tour d'ivoire, quelque part. Nous, le maire qui est, je sais pas, de Rémère-Montjoly ou de Roura, quand il traverse sa rue, il a porté de gifles. C'est une forme de mea culpa de sa part, selon vous? Mais il l'a fait. Il l'a fait. Ça, c'est la forme. Il l'a fait. On n'a jamais vu ce président-là, en tous les cas, avoir de tels propos avec beaucoup d'attention et une posture vraiment différente. Parce que je rappelle que c'est le président par excellence. Il faut des réformes en France. Qu'est-ce que vous allez lui dire dans ce courrier? Qu'allez-vous dire à Emmanuel Macron dans ce courrier? C'est le président des réformes, et ça lui va mal le jeu qu'il a fait là, en faisant de pas de retour. Ce que je veux lui dire, c'est que on peut être président de la République, on peut être maire, à un moment donné, il faut avoir les pieds sur terre. Et moi-même, ça m'est arrivé. Et ça m'arrive d'avoir quand on est maire, on n'a pas beaucoup de temps, on ne fait pas ces terrains parfois parce que les réunions vous absorbent, il faut toujours être ici et là, et le terrain, vous l'oubliez un peu, et vous avez la tête dans le guidon, comme on me le dit, vous faites beaucoup d'erreurs là. Moi, j'en ai fait. Et à un moment donné, il faut que quelqu'un vous secoue. Ce qui m'arrive également, vous secoue pour vous dire, attention David, là, il faut faire un peu de terrain, il faut être en contact. Et c'est le contact qu'il a perdu avec la population. C'est exactement ce qui s'est passé. La population a besoin d'un président, certes, c'est un président de la République, mais un président qui peut les entendre. Et aujourd'hui, il essaye de reprendre le coup, mais un peu tard. Je prends la balle au bon, David Richer. Quand vous dites « j'ai fait des erreurs », vous l'avez dit, ce n'est pas une surprise, on le sait depuis des mois. Vous ne vous représenterez pas pour ce mandat de maire de Roura. On a beaucoup parlé de l'exaspération de ces maires, donc pas simplement en Guyane, mais en France de manière générale, qui ont une exaspération. Le blues, on a parlé du blues des maires. Beaucoup ne se représenteraient pas à cause de cela, un sentiment d'impuissance. Est-ce que c'est aussi cela, votre décision? Franchement, non, puisque je pense avoir, avec mon équipe municipale, je ne suis pas le seul. Nous sommes 23 dans l'équipe, c'est ma 2e mandature, avoir quand même remis Roura sur les rails. Et nous préparons là vraiment une campagne Votre combat contre l'endettement, on le connaît, mais vous n'avez pas mis la dynamique en termes de projets que vous souhaitiez. Pas mis la dynamique qu'on voudrait, évidemment, mais on a sorti quand même quelques projets, quelques routes. Aujourd'hui, quand vous êtes à Cacao, par exemple, vous êtes bien content d'y aller presque avec des rues, enfin bref, des super routes. Maintenant, vous parlez de les maires démissionnent en cascade, en métropole, dans l'Hexagone. En Guyane, pour l'instant, non, aucun. Maintenant, chacun a son tempérament. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous devez faire face à des besoins. C'est-à-dire que vous administrez des besoins, des écoles, surtout nous en Guyane. Quand je rappelle dans mon discours à l'Assemblée des maires, en métropole, vous fermez des classes, nous on en ouvre. Même pas des classes, on ouvre des écoles. Donc quand vous dites que vous êtes malheureux, nous, alors allez voir pour la Guyane, nous l'herbe elle pousse 24 heures sur 24, il faut l'attendre. Chez vous, elle pousse qu'en été, 2 mois dans l'année. Donc nous, en termes de fonctionnement, c'est énorme. Et l'administré a des besoins. Il a voté pour vous, c'est à vous de répondre à ces besoins. Mais à un moment donné, quand dans la caisse, même si vous gérez du mieux possible, il vous reste que 5 €, c'est une image, eh bien vous ferez que pour 5 €. Parce que si vous faites pour 20 €, eh bien, vous allez plonger votre commune dans le déficit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les maires n'en peuvent plus. Et avec les règles qu'on nous sort, avec la loi NOTRe, que vous connaissez, où on transfère à tout va les compétences des maires, demain, nouvelle organisation territoriale. Les maires seront là que pour l'état civil. En tout cas, c'est pas mon choix. Le président de la République, lundi, en s'adressant à la nation, a précisé que beaucoup de sujets seraient remis sur la table, notamment, pourquoi pas, le calcul de la dotation globale de fonctionnement.
Pour les maires de Guyane, quelle serait la priorité si on ouvre ce chantier? Ce serait quoi? De déplafonner, on le sait, cette dotation par hectare? Ce serait de revoir notamment les règles de taxation du foncier non bâti? Quel serait le chantier, l'argumentaire? Il y en a plusieurs, mais vous parliez là, par hectare, vous parliez de la dotation superficielle. Un argument pour vous. La dotation superficielle est essentielle pour nous. Aujourd'hui, on nous limite. On est trop grand. Par rapport aux communes de l'Hexagone, on est trop grand. Alors, on nous fait payer le peu que l'on a. Aujourd'hui, on devrait être appliqué comme les communes de montagne, qui aujourd'hui sont à 8 ou je ne sais plus combien de points. Nous, on est en dessous d'elles, parce qu'elles ont des difficultés, nous aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'on a de grands territoires que tout va bien. Au contraire, on a de grands territoires que d'arbres. Donc, ce n'est pas plus un modèle qu'un autre. Maintenant, il y a sur ce dossier-là, sur la taxation, bien sûr. Aujourd'hui, nous ne sommes pas propriétaires, par exemple, du foncier de l'État. Nous ne sommes pas. Et aujourd'hui, dès qu'on récupère un bout de foncier, on paye la taxe sur ce foncier. Donc il y a tous ces champs qu'on devrait voir. Maintenant, la priorité, je crois qu'il n'y en a pas qu'une. Il y en a plusieurs, même je dirais qu'à créer, franchement, pour rattraper le retard, mais c'est ce que veulent les accords de Guyane, finalement, hein, un fonds vraiment destiné aux mairies de Guyane, enfin, aux collectivités, pardon, pour que nous puissions rattraper ce retard. Parce qu'à chaque fois qu'on avance d'un pas, on en recule de deux. Parce qu'on a une démographie qu'ils ne connaissent pas dans l'Hexagone, vous le savez. Et donc, à chaque fois qu'on va avancer, on va reculer. Vous avez parlé, vous avez insisté, David Richer, sur les besoins des communes. On le sait, en Guyane, les communes de l'intérieur, notamment, souffrent certainement encore plus que d'autres de ce retard de structure, de ce retard d'équipement. Est-ce que là, de ce point de vue-là, en tant que président de l'association des maires, vous vouliez faire de cette institution un poids, une force de lobbying? Qu'avez-vous fait, David Richer, pour aider ces communes? Justement, quel grand projet, là, en 2019, par exemple, pour aider les communes de l'intérieur? Alors, non mais qu'on soit clair, l'association des maires, Dieu merci, n'est pas là pour faire la place d'un maire. Le maire, il est maire chez lui. C'est ce que vous dites aujourd'hui? Non, moi je suis maire chez moi. Maintenant, l'association des maires a œuvré. Quand vous parlez de ce qu'on a fait, par exemple, on l'oublie vite, les 27 millions qu'on récupère, qu'on attendait, de l'octroi de mer qu'on attendait depuis combien? 40 ans. À mon âge, enfin, à ma date de naissance 74, c'est parti. Hein, j'en ai 40. Depuis 44 ans, on attendait ça. Aujourd'hui, l'association des maires a fait qu'on puisse récupérer ces 27 millions, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si la DGF baisse, heureusement qu'on arrive par ce biais-là à rester un petit peu constant. Maintenant, l'association des maires, c'était pas elle, franchement, qui va initier un projet d'école, un EG, mais elle est là aussi pour accompagner. D'ailleurs, ce qu'on a... Qui va se battre aujourd'hui pour le plan additionnel, par exemple, la route du fleuve? Vous allez vous battre pour la route du fleuve? Mais bien sûr, mais il faut que tout le monde se mette à table. Ce n'est pas l'association des maires qui va faire la route du fleuve. Je ne pense pas. Mais dans le cadre des États généraux, il y a tellement d'États. Dans le cadre du livre bleu, donc... oui, pour l'outre-mer. Pour l'outre-mer, oui. Je ne me rappelle plus du terme. On a initié pour que nous puissions avoir une cellule d'appui aux communes au sein de l'association des maires. Nous menons aussi, vous allez en parler tout à l'heure certainement, du syndicat mixte d'électrification. Donc voilà, ce n'est qu'une association, mais on n'est pas là, franchement. Et heureusement, j'aimerais pas qu'un président des maires s'occupe de mon dossier. Non, le maire, c'est lui le responsable dans sa commune. Maintenant, s'il a besoin d'une aide, on la donne. Alors, puisque on parle un peu de votre bilan en tant que président de l'association des maires, un mot tout de même, on va parler de quelques dossiers bien locaux, un mot tout de même de votre bilan à Roura, on le disait en quelques mots. C'est vrai que vous avez, on le sait, dû faire face à une dette importante de plus de 7 millions d'euros, mais tout de même, est-ce que... 9,5 millions. Est-ce que vous n'avez pas... là, David Richer, que vous avez pu réduire de près de 2 millions d'euros, est-ce que vous n'avez pas là, David Richer, une frustration? Non, écoutez, quand je suis arrivé, je savais à quoi m'attendre. Quand vous avez 9,5 millions d'euros de déficit, quand vous arrivez, quand on ne veut même pas vous donner ou vous vendre une débroussailleuse parce qu'on sait que vous n'avez pas payé, que vous êtes un mauvais payeur, mais je savais dans quelle situation on arrivait. Aujourd'hui, je crois que vous n'avez jamais entendu parler de la commune de Roura de manière négative. Ça veut dire qu'on a retrouvé ça, j'y tiens, la confiance envers les administrés, envers nos fournisseurs et envers nos partenaires, les collectivités et l'État. Maintenant, je n'ai reçu aucune aide pour, je parle d'un plan cocarde, etc., pour qu'on puisse effacer la dette de Roura. Nous l'avons diminuée et j'y continue.
Aujourd'hui, la politique que nous faisons... On vous a autorisé à présenter un déficit déséquilibré. Non, mais de toute façon, avec on n'y peut rien. Depuis 1992, la commune de Roura est sous tutelle de la Chambre régionale des comptes. Et je vous invite, il est en ligne, à lire tous les rapports de la Chambre régionale des comptes, c'est pas moi qui les écris quand même. Depuis 2008, vous allez voir qu'ils sont plus satisfaisants. Pour qu'un rapport dans la Chambre des comptes demande à l'État de mettre 11 millions d'euros sur la table, ça veut bien dire que l'équipe qui est là tient la route et qu'elle a fait des efforts, sinon elle ne le mettrait pas. Mais je vous l'annonce, aujourd'hui, je ne suis plus dans cette logique. Je n'attends plus, et je vous le dis, je n'attends plus cette aide de 11 millions. Parce que le ministre Valls, à l'époque, m'a écrit favorable. Pour l'enjoint ministre des Outre-mer favorable, j'ai vu 0 €. Là, on sort d'une réunion Vous cherchez des partenariats Non, je ne cherche pas de partenaire. On va se débrouiller seul. Donc nous avons su mobiliser les rapports, une équipe solide, je parle de l'urbanisme, pour avoir du terrain, vous savez, le terrain de l'État. On a le droit d'avoir 30% seulement de notre surface agglomérée, j'ai dépassé ce seuil. Donc là, nous allons nous lancer vraiment dans la vente de foncier. Donc nous sommes en train de travailler dessus. On doit avoir en lien avec Monsieur le Préfet qui met en place une cellule avec l'AFD pour nous accompagner. Vraiment, nous allons vendre, alors pas à tout va, n'importe comment, à des porteurs de projets, des gens qui veulent y habiter, du foncier. Et je vous promets que j'espère qu'en 2020, ces dettes, on ne l'aura plus, on n'aura aucun prêt et qu'on va se débrouiller seul. Alors vous l'avez dit, David Richer, chaque maire est maître de sa politique dans son territoire, certes, mais en tout cas, l'union fait la force. C'est la raison pour laquelle, depuis des années, on parle de ce syndicat d'électrification. Le projet avance. Il y a eu une réunion début novembre et une autre prévue demain, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Concrètement, où en est-on? Pourquoi a-t-on mis autant de temps? Écoutez, ça date de 20 ans, 25 ans qu'on parle de ce syndicat d'électrification. Bon, écoutez, acté dans le congrès des élus de 2007, plus de 10 ans. Je n'étais pas maire, je sais. Je n'étais pas maire en 2007. Et j'étais encore moins président de l'association des maires, je suis devenu en 2014. On s'est lancé, en tout cas moi, mais avec les collègues, 2 gros dossiers. Au-delà du reste, c'était les 27 millions, il fallait qu'on les récupère. On a quand même été jusqu'au Conseil d'État, on était loin pour les avoir. Et ensuite, c'était ce projet, syndicat mixte. Aujourd'hui, il est lancé. Nous avons retenu un cabinet Ravetto, qui est un spécialiste. D'ailleurs, je tiens à saluer que c'est, à le dire et à le saluer que c'est le maire de Sinnamary, Jean-Claude Madeleine, donc qui est le référent sur ce dossier-là, qui est très actif. Donc nous avons retenu un cabinet pour nous accompagner. Il faut voir, le syndicat d'électrification, c'est pas aller contre l'EDF, parce que j'entends, il faut nous mettre un syndicat pour nous machin l'EDF. Non, c'est pas ça. L'EDF reste un partenaire, même si des fois il y a trop de coupures, mais le syndicat sera là pour lui rappeler. Mais comme vous l'avez dit, il nous faut aujourd'hui être ensemble, solidaires, et puis harmoniser un petit peu le développement en termes d'électrification, et pas que. Mais est-ce qu'aujourd'hui, chaque mairie, là je vais inaugurer pour 3 millions bientôt sur Beau Séjour, on va raccorder ce qui n'a jamais été fait en 40 ans, mais chaque mairie le fait à sa petite sauce, et aujourd'hui il nous faut être coordonnés, avoir un contrat de concession avec EDF, pas que la commune, il n'y a que 3. Il n'y a que la CCOG et 3 communes qui ont un contrat de concession avec EDF. Ça veut dire qu'ils peuvent négocier. Aucune des communes ne l'a, pas même la mienne. Ça depuis des années. Donc aujourd'hui, d'avoir ce syndicat mixte d'électrification nous permettra d'appréhender les enjeux. Ça veut dire où faire les travaux, combien ça va coûter, aller chercher les financements et de planifier tout cela parce qu'il faut un cadre juridique. Ce sera votre héritage? Non, pas du tout. En tant que président de l'association des maires, vous laisserez cette structure sortie de terre? Vous savez, j'ai sorti de terre la mission locale. Non, mais je reviens. Je ne veux pas qu'on l'appelle à mon nom. Mais ce syndicat d'électrification, non, mais je veux qu'il sorte. Il ne va pas porter le nom David Richer. Je ne serai ni le président, ni le directeur, ni rien du tout. Ça se fera avant la fin de votre mandat de président de l'association des maires. Il y a intérêt qu'on le termine en 2019. 2 questions. On arrive à la fin de cette émission, David Richer. Une réponse très courte et une réponse sous forme de conclusion. Première question, on ne va pas vous interroger sur la montagne d'or. On connaît votre positionnement que vous permettrez de résumer en 8 mai. Sur l'exploration offshore, on a vu donc cette plainte déposée par 7 ONG et associations au tribunal administratif de Cergy contre ce permis d'exploration. Êtes-vous pour ou contre ce projet d'exploration? Si je vous dis oui, mais ça vous suffit? Je vais vous dire un truc. Parce que quand on parle de dossiers, on va porter plainte contre eux, on porte plainte contre Montagne d'Or, etc. Ça fait 10 ans qu'on avait promis à Roura, je ne reviens pas là-dessus, des emplois verts.
on avait dit non à Concaillement. Ils sont où les emplois verts? Donc vous êtes favorable, on connaît l'argument. Bien sûr, ça fait 2 ans que là, ils remettent ça sur le tapis. Ils sont où les emplois verts? Quand on me les donne, oui, je suis pour. Et que ceux-là qui sont fonctionnaires, que ceux-là qui vivent en métropole, restent là-bas. Moi, j'ai des gamins qui vivent ici qui vont mourir. Ils ont besoin d'un job. Dernière question, David Richer. Rodolphe Alexandre, le président de la CTG, a parlé de l'année 2019 comme une année où il faudrait des réalisations, une année d'action, en somme. Comment vous entrevoyez cette année qui, il faut bien le dire, débute sous quelques incertitudes? Écoutez, les incertitudes, on en a connues depuis tout le temps, nous, en Guyane. C'est parce qu'il y a les gilets jaunes en métropole que, non. Moi, je pense qu'on a une force. Notre force, c'est notre démographie. Il faut même si elle nous coûte cher aujourd'hui, nous avons des ressources, le pétrole, nous avons l'or. Alors, nous sommes assis sur un tas de richesses et puis on va porter plainte parce qu'on veut les utiliser. Moi, j'ai un espoir, c'est qu'on puisse le faire. Si maintenant, on doit rester dans la montagne CAF et RSA, qu'on le reste, mais les jeunes nous régleront dans la rue, ça, je vous le promets. Merci David Richer d'avoir accepté notre invitation pour ce dernier numéro de Politique 1. C'est vous. Politique 1. C'est vous retrouve l'année prochaine, mais la politique continue sur notre antenne, bien entendu. Excellente soirée à toutes et à tous. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.